Bonjour, je m'appelle Paxton Johnson. J'ai 34 ans. Et si vous me demandiez ce qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui, je dirais que ce sont les jours dorés et ensoleillés de Charleston, en Caroline du Sud, mêlés à l'odeur du sel marin et la façon dont ma famille, bien que pleine d'amour, a laissé des fissures qui ne pourraient jamais être réparées. Charleston n'est pas seulement l'endroit où je suis né. C'est là que j'ai appris à me relever, peu importe le nombre de fois où la vie m'a abattu. J'ai grandi dans une grande maison classique du Sud avec un porche blanc immaculé et des buissons d'azalées en fleurs toute l'année. Mes grands-parents, entrepreneurs chevronnés, possédaient autrefois un petit empire de magasins de détail et de biens immobiliers à travers l'État. Ils sont décédés quand je n'avais que 5 ans, mais leur héritage a perduré non seulement dans la richesse, mais aussi dans le nom de Johnson, un nom qui portait à la fois des attentes et des fardeaux. Mes parents, héritiers de cet héritage, ont continué à développer l'entreprise familiale. C'étaient des gens occupés, toujours enfouis dans les contrats, les voyages d'affaires et les fêtes somptueuses avec des partenaires. Je ne les blâme pas entièrement, mais j'ai grandi avec un sentiment de manque, non pas d'argent, mais de câlins, de conversations pendant le dîner, ou même d'une simple question comme « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai un frère plus jeune, Logan, de 8 ans mon cadet. Il était la lumière dans les yeux de nos parents, l'enfant gâté avec presque aucune limite. Logan a grandi entouré de cadeaux coûteux, de voitures neuves dès qu'il a eu l'âge de conduire, et des excuses constantes de nos parents pour chacune de ses erreurs. Je me souviens d'une fois où Logan, à 6 ans, a cassé l'un des vases antiques de notre grand-mère, une pièce valant une petite fortune. Je m'étais préparé à une réprimande, mais mon père a juste ri, a ébouriffé les cheveux de Logan et a dit « Mon fils, ce n'est qu'un vase. On en achètera un autre. » Je suis resté là, 14 ans, regardant la scène et me demandant si j'avais déjà été aimé comme ça. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon enfance. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le gagner moi-même. À 15 ans, j'ai commencé à travailler dans un restaurant local, à faire la plonge et à servir les tables le week-end. L'odeur de la graisse, le cliquetis des casseroles. La sensation de la sueur coulant sur mon front après un long quart de travail. Tout cela me faisait me sentir vivant. J'aimais ce travail, non seulement pour l'argent, mais parce qu'il m'a appris que le travail acharné était le seul moyen de prouver ma valeur. Pendant que Logan était emmené en Europe par nos parents, je passais mes étés dans cette cuisine étouffante. Mais je n'étais pas jaloux. Je savais que je construisais quelque chose. Pas seulement des économies, mais moi-même. Ma famille n'était pas toujours distante. Il y avait des moments, rares mais précieux, où nous nous sentions vraiment comme une famille. Je me souviens des dimanches après-midi où mes parents mettaient de côté le travail et nous nous asseyions sur Folly Beach à manger des crevettes bouillies et à écouter les vagues. Logan, encore petit à l'époque, courait en construisant des châteaux de sable tandis que je m'étalais sur une chaise, rêvant d'un avenir plus grand que Charleston. Ces moments étaient comme des gemmes rares, étincelantes mais fragiles. Même à ces moments-là, je pouvais sentir la distance entre moi et mes parents, comme si je faisais partie de la famille, mais sans jamais vraiment y appartenir. Logan, en revanche, semblait né pour appartenir. Il avait un sourire charmant, le genre qui faisait que les gens l'aimaient instantanément. Mais ce qui vient facilement part souvent aussi vite. En vieillissant, Logan a commencé à montrer qu'il n'avait aucune idée de la valeur de ce qu'il avait. L'argent, l'indulgence, l'amour de nos parents. Pour Logan, tout cela n'était que quelque chose à dépenser pour se montrer. À 16 ans, il faisait déjà la fête, conduisait la voiture de notre père avec des amis, et j'entendais des murmures de camarades de classe. Logan allait trop loin. J'ai essayé de lui parler, mais il riait juste, me tapait sur l'épaule et disait « Paxton, tu t'inquiètes trop. Détends-toi. La vie est courte. » Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Mais avec Logan, j'ai vite réalisé que je ne pouvais pas le changer. Plus il vieillissait, plus il devenait distant. Il a commencé à rester loin de la maison pendant des jours, parfois des semaines. Nos parents, toujours aveugles à cela, disaient que Logan trouvait juste sa voie. Je ne sais pas s'ils le croyaient vraiment ou s'ils ne voulaient tout simplement pas faire face à la vérité que leur fils prodige glissait sur une pente dangereuse. Charleston, avec toute sa beauté, ressemblait parfois à une cage dorée. J'aimais cette ville. Les rues pavées, les églises historiques, l'odeur omniprésente de la mer dans l'air. Mais je rêvais aussi de quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'appartiendrait.
Je ne voulais pas être juste le garçon Johnson vivant dans l'ombre de ma famille. Je voulais me faire un nom, mon propre héritage. Et c'est dans la cuisine de ce petit restaurant, au milieu du grésillement de la graisse et de l'odeur des fruits de mer grillés, que j'ai trouvé mon rêve. Un restaurant où les gens ne viendraient pas seulement manger, mais ressentir la chaleur, la connexion et un morceau de Charleston lui-même. J'ai commencé à envisager Harbor & Art. Le nom m'est venu lors d'une nuit sans sommeil, assis sur le porche, écoutant les vagues lointaines. Ce serait un endroit spécialisé dans les fruits de mer et les steaks haut de gamme, où chaque plat raconterait une histoire, où les convives se sentiraient chez eux. Je ne sais pas comment je vais concrétiser ce rêve. Mais je sais que je n'arrêterai pas d'essayer. Non pas pour l'argent, mais parce que je veux prouver que je peux le faire de mes propres mains et avec mon cœur, pas avec le nom ou l'héritage de ma famille. Mais les rêves, aussi beaux soient-ils, ont besoin d'un point de départ. Et mon point de départ est venu un après-midi d'août, juste après mon 18e anniversaire. Je me souviens encore de ce jour, de la façon dont le soleil versait une lumière dorée sur l'allée, embrasant les buissons d'azalées de couleur. Je venais de finir un quart de travail au restaurant, l'odeur de la graisse collant encore à mes vêtements quand mon père m'a appelé dans son bureau. Il était assis derrière son immense bureau en chêne, ma mère à ses côtés tenant une tasse de café, son expression illisible. « Paxton, dit-il, sa voix basse mais pas froide. Nous devons parler. » Je me suis assis, une lueur d'inquiétude dans la poitrine. Mes parents me convoquaient rarement à des conversations formelles comme celle-ci. Ils étaient généralement trop occupés, si occupés que je ne les apercevais que par des notes sur le réfrigérateur ou des appels pressés depuis les aéroports. Mais ce jour-là, ils m'ont regardé avec un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. Mon père a fait glisser un épais dossier sur le bureau, sa couverture vert foncé estampillée du sceau d'un cabinet d'avocats que j'ai immédiatement reconnu. Celui qui gérait le domaine de mes grands-parents depuis avant ma naissance. « C'est la fiducie », a dit papa, tapant légèrement sur le dossier. « Tes grands-parents l'ont mise en place pour toi et Logan. Maintenant que tu as 18 ans, tu y auras accès. 2 millions de dollars plus une maison à The Battery. Tout est à toi. » J'ai cligné des yeux, essayant de traiter le chiffre. 2 millions de dollars, une maison. À 18 ans, alors que tout ce que je possédais était un vieux pick-up et quelques centaines économisées en lavant la vaisselle, ce chiffre ressemblait à un rêve somptueux. Mais en même temps, c'était comme une bombe, prête à exploser si je n'étais pas prudent. J'ai regardé mon père, puis ma mère, cherchant un indice de ce qu'ils attendaient de moi avec cet argent. Mais ma mère a juste souri, le sourire poli qu'elle réservait aux clients et a dit « Tu es intelligent, Paxton. Je suis sûr que tu l'utiliseras sagement. » Je suis sorti du bureau avec le dossier en main, me sentant porter un poids. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon lit, feuilletant les pages, lisant les termes secs et les chiffres froids. Mais une pensée ne cessait de me hanter. C'est ma chance. Non pas de dépenser, non pas de me montrer, mais de construire. Je ne voulais pas que cet argent me définisse, mais je l'utiliserais pour façonner mon avenir. J'ai décidé d'utiliser une partie de la fiducie pour payer mes études. Je me suis inscrit à un programme d'administration des affaires au collège de Charleston. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je me suis également inscrit à un programme culinaire dans une petite école voisine où je pouvais apprendre à cuisiner, à gérer une cuisine et à transformer des ingrédients bruts en une expérience. Je ne voulais pas être juste un patron derrière un bureau. Je voulais comprendre chaque aspect du restaurant dont je rêvais. Ces années ont été un tourbillon de nuits tardives, jonglant avec les devoirs d'affaires et les quarts de travail en cuisine où j'ai appris à faire une sauce beurre blanc parfaite et à découper le bœuf sans gaspiller un seul morceau. Mais tout n'a pas été facile. Logan, alors âgé de 10 ans seulement, a commencé à remarquer que j'étais sur une voie différente. Il me regardait avec un mélange de curiosité et d'envie, posant des questions comme « Pourquoi étudies-tu toute la journée ? Papa et maman ont de l'argent. Tu n'as pas besoin de travailler. » J'ai essayé d'expliquer, mais Logan a juste ri. Le rire insouciant d'un enfant qui ne comprenait pas encore la valeur du travail. J'espérais seulement qu'un jour il le ferait. Après avoir obtenu mon diplôme, je ne me suis pas reposé. Le rêve de Harbor & Art brûlait toujours en moi, et je savais qu'il était temps de le concrétiser. J'ai rencontré Jake, un ami de la classe de cuisine, un chef talentueux avec des cheveux sauvages et une passion féroce pour les fruits de mer. Nous avons passé des heures dans un petit café à esquisser des idées sur des serviettes en papier,
un restaurant avec une ambiance chaleureuse et intime, des murs en chêne, un éclairage doré doux et un menu qui célébrait ce que Charleston avait à offrir. Homard frais, pétoncles poêlés au beurre et steak grillés sur des braises ardentes. J'ai utilisé une partie de la fiducie pour louer un espace dans le centre-ville de Charleston, un petit terrain d'angle surplombant le port, où l'odeur de la mer se mêlait à la fumée de la cuisine. Arbor & Art a ouvert un soir de printemps, quand j'avais 24 ans. Le soir de l'ouverture, je me tenais à la porte, regardant les clients entrer, mon cœur battant comme s'il allait éclater. Je n'étais pas nerveux à l'idée d'échouer. J'étais nerveux à l'idée de ne pas tenir la promesse que je m'étais faite de créer un endroit où les gens se sentiraient chez eux. Mais à mesure que les premières assiettes sortaient, que j'entendais des rires, le tintement des verres, et que je voyais les regards satisfaits dans les yeux des convives, je savais que j'étais sur la bonne voie. Vers cette époque, j'ai rencontré Élise. Elle était une architecte d'intérieur engagée pour réaménager l'espace du restaurant. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai été captivé par la façon dont elle parlait de lumière et de couleurs, comme si chaque détail du restaurant racontait une histoire. Élise avait des cheveux bruns bouclés, des yeux aussi bleus que la mer de Charleston, et un sourire qui me faisait oublier mon épuisement. Nous avons commencé à sortir ensemble, et à 26 ans, j'étais à genoux sur Folly Beach au coucher du soleil, lui demandant de m'épouser. Élise a dit oui, et à ce moment-là, j'ai senti que ma vie était enfin complète. Le restaurant a grandi plus vite que je ne l'avais imaginé. À 27 ans, Arbor & Art comptait 4 emplacements de Charleston à Savannah. Élise et moi travaillions sans relâche, mais nous étions heureux. Nous avons essayé d'avoir un enfant, mais les tentatives infructueuses laissaient Élise pleurer silencieusement certaines nuits. Je la tenais, lui disant que nous irions bien. Que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais de ce que nous construisions ensemble. Au fond de moi, cependant, je savais que nous désirions tous les deux un enfant à aimer. Pendant ce temps, Logan était sur une voie complètement différente. Quand il a eu 18 ans, il a reçu sa fiducie, 2 millions de dollars et une maison, tout comme moi. Mais au lieu d'investir ou d'étudier, Logan a transformé l'argent en fêtes somptueuses, en voitures de sport et en voyages à Las Vegas dont je n'entendais parler que par des murmures d'amis communs. J'ai essayé de lui parler, de le ramener. Logan, lui ai-je dit lors d'une de ses rares visites à la maison, tu brûles cet argent comme si c'était du papier. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Mais il a juste ri. Un rire qui n'était plus insouciant, mais teinté d'arrogance. Paxton, tu es toujours si sérieux. Je vis juste ma vie. Ma relation avec Logan est devenue plus tendue. Chaque fois que j'essayais de lui donner des conseils, il les repoussait. Et nos parents, comme toujours, prenaient son parti. Logan est encore jeune, a dit ma mère, sa voix douce mais ferme. Laisse-le trouver sa voie. Je les ai regardés, mon père et elle, et j'ai senti un fossé que je ne pouvais combler. Ne voyait-il pas Logan sombrer ou ne voulait-il pas le voir? Je n'en étais pas sûr, mais dans mon cœur, je savais que je ne pouvais pas abandonner mon frère. Non par devoir, mais parce que je me souvenais encore du petit garçon qui construisait des châteaux de sable sur la plage, qui me regardait avec admiration. Logan s'est enfoncé de plus en plus dans le jeu et les relations louches. Un jour, j'ai reçu un appel d'un ami disant que Logan devait de l'argent à des personnes peu recommandables. J'ai essayé de le joindre, mais il n'a pas répondu. Je me suis rendu à son appartement pour le trouver vide, jonché de bouteilles d'alcool vides. Mon cœur s'est serré, non seulement pour Logan, mais parce que je savais au fond de moi que je ne pouvais pas le sauver s'il ne voulait pas être sauvé. Je suis rentré à la maison, j'ai tenu Élise dans mes bras et je lui ai tout raconté. Elle m'a pris la main et a dit, « Paxton, tu as fait tout ce que tu pouvais. Il est temps que Logan prenne ses responsabilités. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Logan, au garçon qui était autrefois mon frère, et au chemin que nous avions tous les deux choisi. L'un qui me menait aux lumières chaleureuses de Arbor & Art, et l'autre qui menait Logan dans l'obscurité. Les années qui ont suivi ont été une période où je me suis concentré sur ma propre vie. Arbor & Art a dépassé mes attentes avec des files d'attente de convives chaque week-end et des critiques élogieuses dans les magazines culinaires. Élise et moi essayions toujours d'avoir un enfant, mais chaque échec était comme un petit coup de couteau, nous laissant nous tenir l'un l'autre dans l'obscurité, nous demandant si notre rêve d'une famille complète se réaliserait un jour. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement, mais certains jours, j'avais l'impression de me battre contre quelque chose de plus grand que ma propre volonté. Puis, un soir d'octobre,
juste après mes 29 ans, tout a changé. J'étais au restaurant principal de Charleston, en train de revoir le menu pour un événement spécial, lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité mais j'ai décroché. La voix de Logan est arrivée, rauque, comme s'il venait de vider une bouteille d'alcool. « Paxton » a-t-il dit, sans salutation, sans préambule. « Tu es à la maison ? J'ai besoin de te voir tout de suite. » J'ai voulu dire non. Cela faisait plus d'1 an que nous ne nous étions pas parlé, et chaque rencontre avec Logan ne faisait que rouvrir de vieilles blessures. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant et qui m'a empêché de raccrocher. « D'accord, ai-je dit, mais viens au restaurant. » Je suis là. 1 heure plus tard, Logan est arrivé, mais il n'était pas seul. Il se tenait à la porte, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée à côté d'une fille que je n'avais jamais rencontrée. Elle était jeune, probablement tout juste après 20 ans, avec des yeux fatigués et un vieux sac en toile en bandoulière. Mais ce qui m'a arrêté net, c'est ce qu'ils avaient apporté avec eux. Une petite fille, âgée d'environ 3 mois, nichée dans les bras de la fille, enveloppée dans une couverture bleu pâle. Les grands yeux ronds du bébé m'ont regardé, et pendant un instant, mon cœur a semblé s'arrêter. « C'est Aubrey » a dit Logan, sa voix tremblante comme s'il essayait de se contenir. « C'est ma fille. Moi et Mia. On ne peut pas s'occuper d'elle. Tu peux la garder un moment ?» J'ai regardé Logan, puis la fille. « Mia, ai-je supposé, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « La garder ?» ai-je répété, ma voix plus acérée que prévu. « Logan, c'est un enfant, pas quelque chose que tu peux déposer et ramasser quand tu en as envie. » J'ai voulu crier, le secouer jusqu'à ce qu'il se ressaisisse. Mais les yeux innocents et curieux d'Aubrey m'ont retenu. Mia a pris la parole, sa voix calme mais perçante. « On ne veut pas être liés, tu sais. On est jeunes. On a des choses qu'on veut faire. » La gamine, elle rend juste tout compliqué. Elle l'a dit sans regarder Aubrey, comme si le bébé était un fardeau à jeter. J'ai ressenti une bouffée de colère, mais avant que je ne puisse répondre, Logan a coupé court. « Paxton, tu es le seul en qui j'ai confiance. Juste quelques mois, d'accord, je reviendrai. » J'ai voulu refuser, les repousser tous les deux hors de ma vie. Mais ensuite, j'ai regardé Aubrey. Elle gigotait, ses petites mains tendant la main comme si elle cherchait à attraper l'air. J'ai pensé à Élise, aux nuits où elle pleurait sur notre rêve de parentalité qui restait hors de portée. J'ai pensé à moi, à ce que j'avais construit, et à la chance que je pouvais donner à cet enfant que Logan et Mia n'étaient clairement pas prêts à offrir. « D'accord, ai-je dit, ma voix basse, me surprenant moi-même. Mais tu dois comprendre, Logan. Ce n'est pas un jeu. » Ils sont partis peu après, laissant Aubrey avec un sac de vêtements et de couches. Je suis resté là, dans le restaurant, maintenant vide de clients, tenant un bébé que je n'aurais jamais imaginé faire partie de ma vie. J'ai appelé Élise, essayant de garder ma voix calme en expliquant tout. « Je ramène un bébé à la maison », ai-je dit, et au téléphone, je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. « Paxton », a-t-elle murmuré. « Amène-la ici. Nous trouverons une solution. » Quand je suis entré dans la maison, Élise m'attendait à la porte, ses yeux oscillant entre l'inquiétude et l'excitation. Elle a tendu les bras et j'ai doucement placé Aubrey dedans. À ce moment-là, alors qu'Élise tenait Aubrey et souriait les larmes aux yeux, j'ai su que nous avions fait le bon choix. « Nous prendrons soin d'elle », a dit Élise, sa voix ferme. « Même si ce n'est que pour l'instant, elle mérite un foyer. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'ajustements. Moi, qui pensais connaître la pression de la gestion de 4 restaurants, j'ai appris ce que c'était que de rester éveillé toute la nuit avec un bébé qui pleure, de s'inquiéter de la moindre toux, de courir au supermarché pour la bonne formule. Élise, elle, semblait née pour être mère. Elle chantait des berceuses à Aubrey, a transformé un coin du salon en aire de jeu, et chaque fois qu'Aubrey souriait, je voyais une lumière dans les yeux d'Élise, une lumière que je n'avais pas vue pendant toutes les années où nous avions essayé d'avoir un enfant. Mais tout n'a pas été facile. J'ai appelé mes parents dans l'espoir qu'ils m'aideraient à parler à Logan, à lui faire voir sa responsabilité. Mais leur réaction m'a stupéfié. « Paxton », a dit ma mère au téléphone, sa voix douce mais partiale. « Tu devrais voir cela comme une bénédiction. Dieu vous a donné,
à toi et à Élise, un enfant. Logan est encore jeune. Il a besoin de temps pour grandir. Mon père a seulement ajouté, ne sois pas trop dur avec ton frère. Il reviendra quand il sera prêt. J'ai raccroché, me sentant trahi. Mes parents ne blâmaient pas Logan d'avoir abandonné sa fille. Ils ne s'inquiétaient pas pour Aubrey, ne se souciaient que de protéger leur enfant prodige. J'ai regardé Élise tenant Aubrey dans le fauteuil et j'ai senti un mélange de colère et de douleur monter en moi. Il ne s'en soucie pas, ai-je dit, ma voix étranglée. Il ne se soucie pas d'elle, seulement de protéger Logan. Élise a posé sa main sur mon épaule, ne disant rien, mais ses yeux disaient tout. Nous serons la famille d'Aubrey, quoi qu'il arrive. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de joindre Logan, mais il n'a pas répondu. J'ai appris par un ami commun que lui et Mia avaient déménagé à Miami, vivant dans un cycle sans fin de fêtes comme si Aubrey n'avait jamais existé. J'ai voulu être en colère, lui crier au visage, mais chaque fois que je regardais Aubrey, chaque fois qu'elle me saisissait le doigt ou riait quand Élise jouait à cache-cache, je savais que je ne pouvais pas laisser cette colère éclipser ce qui importait. Aubrey n'était pas un fardeau. Elle était une lumière. Une raison pour Élise et moi de nous lever chaque matin. Nous avons commencé à construire une nouvelle vie avec Aubrey au centre. J'ai réduit mon temps au restaurant, déléguant plus à Jake pour pouvoir être plus à la maison. Élise a conçu une petite chambre pour Aubrey avec des murs bleu pâle et des étoiles phosphorescentes au plafond. Chaque nuit, je lisais à Aubrey, même si elle était trop jeune pour comprendre. Je lui racontais des histoires de navires de Charleston, de pêcheurs courageux, et dans mon cœur, je promettais de lui donner une vie meilleure que celle que Logan avait abandonnée. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Logan et Mia avaient dit temporaire, mais je n'étais pas assez naïf pour croire qu'ils reviendraient bientôt. J'ai commencé à penser à l'avenir, à la possibilité que nous puissions devenir les parents légaux d'Aubrey, à la protéger de l'instabilité que Logan apportait. Élise était d'accord, mais elle m'a aussi mis en garde. Paxton, nous devons être prudents. Logan est son père. S'il revient. Elle n'a pas fini, mais j'ai compris. Un jour, Logan pourrait revenir, et quand ce jour viendrait, je devrais me battre. Non seulement pour Aubrey, mais pour la famille qu'Élise et moi avions commencé à construire. J'ai regardé Aubrey, dormant paisiblement dans son berceau, et j'ai ressenti une nouvelle détermination. J'avais construit Arbor and Art à partir de rien. J'avais fait face à des défis que je ne pensais jamais pouvoir surmonter. Maintenant, pour Aubrey, j'étais prêt à affronter n'importe quoi. Même mon frère, même ma famille, même mon propre passé. Ce n'était plus seulement mon histoire ou celle de Logan. C'était l'histoire d'une petite fille, et je ferais tout pour qu'elle ait un vrai foyer. Les premiers mois avec Aubrey ont été comme un tourbillon. Élise et moi, deux personnes qui n'avaient jamais été parents, avons soudainement dû apprendre à changer les couches, à mélanger le lait maternisé, et nous avons réalisé qu'un bébé pouvait pleurer assez fort pour faire trembler les murs. Mais au milieu des nuits blanches et des journées mouvementées, j'ai trouvé une joie que je n'avais jamais connue. Chaque fois qu'Aubrey me saisissait le doigt, chaque fois qu'elle riait aux grimaces ridicules d'Élise, mon cœur fondait. Elle n'était pas seulement une responsabilité. Elle était la famille. La raison pour laquelle Élise et moi nous réveillons chaque matin avec un nouveau but. Élise, avec ses instincts naturels, est devenue la mère dont je n'aurais pu que rêver. Elle a passé des heures à jouer avec Aubrey, lui apprenant les couleurs avec de petits blocs de bois, chantant des berceuses que sa propre mère chantait autrefois. Je me souviens d'un soir, quand Aubrey avait 6 mois, Élise la tenant dans le salon, la douce lumière dorée de Arbor and Art se répandant par la fenêtre. Elle chantait Hush Little Baby, sa voix douce comme le clapotis des vagues, et Aubrey avec ses grands yeux ronds la regardait comme si elle était le monde entier. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les regardant, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'appartenais vraiment quelque part. Non pas à Charleston, non pas au restaurant, mais ici même dans cette petite maison avec Élise et Aubrey. Les années qui ont suivi ont été une suite de beaux moments, comme des gemmes précieuses étincelantes dans ma mémoire. Le premier anniversaire d'Aubrey a été célébré à Arbor and Art. J'ai fermé le restaurant tôt, invité quelques amis proches et le personnel, et transformé l'espace en une petite fête avec des ballons et un gâteau aux fraises que Jake avait fait à la main. Aubrey, dans une robe rose, s'est barbouillé de glaçage sur tout le visage, riant tandis qu'Élise faisait semblant de lui manger le nez. J'ai pris des photos, essayant de capturer chaque instant, mais plus que cela, je voulais retenir le sentiment.
Le sentiment d'une famille complète où tout semblait juste. Le premier Noël d'Aubrey est un autre souvenir que je garderai pour toujours. Nous avons installé un petit arbre dans le salon, décoré d'ornements scintillants et de rubans rouges qu'Élise avait soigneusement choisis. Aubrey, qui rampait maintenant, essayait toujours d'attraper les décorations, et je devais courir après elle pour empêcher l'arbre de basculer. La veille de Noël, nous l'avons enveloppé dans une couverture chaude, nous sommes assis près de la cheminée, et j'ai lu la nuit avant Noël pendant qu'Élise faisait du chocolat chaud. Quand Aubrey s'est endormi sur mon épaule, j'ai regardé Élise, et nous n'avons pas eu besoin de mots. Ses yeux disaient tout. C'est notre famille, peu importe à quel point elle est arrivée de manière inattendue. Les premières étapes importantes d'Aubrey ont été nos plus grandes joies. La première fois qu'elle a dit « Papa », même si je n'étais pas sûr qu'elle savait ce que cela signifiait. J'ai serré Élise dans mes bras, riant comme un enfant. La première fois qu'elle a fait des pas hésitants du canapé à mes bras. J'avais l'impression que le monde entier applaudissait. Nous avons tout documenté. Photos, vidéos, bouts de papier où Élise griffonnait les drôles de bêtises d'Aubrey. J'ai accroché une grande photo de nous trois dans la salle à manger de Harbor & Art, juste à côté du bar, où je pouvais la voir tous les jours au travail. C'était un rappel que, peu importe à quel point le restaurant était occupé, j'avais toujours une raison de rentrer à la maison. Mais au fond de moi, je savais que ce bonheur n'était pas entièrement insouciant. Logan avait complètement disparu de la vie d'Aubrey. J'ai essayé de le contacter quelques fois après qu'il l'ait laissé avec nous, mais son numéro de téléphone était déconnecté, et les messages envoyés par des amis communs restaient sans réponse. J'ai appris par une connaissance que Logan et Mia s'étaient séparés, qu'ils vivaient à Miami, plongés dans des fêtes somptueuses et des casinos lumineux. Les 2 millions de dollars de la fiducie qu'il avait reçus à 18 ans étaient partis, gaspillés en plaisirs éphémères et en investissements insensés. Je n'étais pas surpris, mais ça faisait toujours mal. Non pas pour l'argent, mais pour Logan. Le garçon qui construisait des châteaux de sable avec moi sur Folly Beach était maintenant un étranger. Puis, une pire nouvelle est arrivée. Un jour, quand Aubrey venait d'avoir 3 ans, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de la famille. « Paxton », a-t-il dit, sa voix lourde. « Logan a vendu la maison de The Battery. Celle que tes grands-parents lui ont laissée. » Je suis resté figé, le téléphone me glissant presque des mains. Cette maison n'était pas seulement une propriété. C'était une partie de l'héritage de notre famille. Là où mes grands-parents avaient vécu, là où j'avais joué enfant. Logan l'avait vendue probablement pour rembourser des dettes ou alimenter son mode de vie imprudent. Je ne connaissais pas les détails, mais je savais une chose. Logan avait touché le fond, et il n'avait aucune intention de s'arrêter. J'ai dit à Élise, espérant qu'elle m'aiderait à trouver un moyen de sortir de l'impuissance qui m'étouffait. Elle a écouté comme toujours, puis m'a pris la main. Paxton, a-t-elle dit, Logan a fait son choix. Mais toi, tu as choisi ton chemin, et ce chemin, c'est nous. C'est toi, moi et Aubrey. Ne le laisse pas te tirer vers le bas. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Logan. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment, un moyen de le sortir de l'obscurité. Mais chaque fois que je regardais Aubrey, je savais que je ne pouvais pas laisser le passé de Logan éclipser son avenir. Nous avons continué à construire notre vie autour d'Aubrey. J'ai réduit mes heures au restaurant, laissant Jake et l'équipe de direction gérer davantage. Élise a commencé à travailler plus souvent à distance, transformant le salon en un bureau improvisé pour rester près d'Aubrey. Nous l'avons emmenée dans des parcs, aux eaux et l'après-midi à la plage, où elle adorait chasser les vagues peu profondes, poussant des petits cris lorsque l'eau touchait ses pieds. Je lui ai appris à faire des biscuits, bien que la plupart de la pâte se soit retrouvée dans ses cheveux plutôt que dans le four. Élise lui a appris à dessiner, et je garde toujours le premier dessin gribouillé d'Aubrey, une traînée verte qu'elle appelait fièrement la mer. Mes parents, comme d'habitude, ont montré peu d'intérêt pour Aubrey. Ils ont appelé quelques fois pour prendre de ses nouvelles en passant, mais ne sont jamais venus la voir. Je savais qu'ils étaient toujours en contact avec Logan, qu'il lui envoyait toujours de l'argent, malgré mes avertissements que cela ne faisait qu'empirer les choses. Une fois, quand j'ai essayé de parler à ma mère d'Aubrey, elle a juste dit, « Paxton, tu vas bien, mais Logan est ton frère. Ne lui tourne pas le dos. » J'ai voulu crier que Logan était celui qui me tournait le dos, à Aubrey, à lui-même. Mais je n'ai rien dit. J'avais appris que discuter avec mes parents à propos de Logan ne faisait que m'épuiser.
4 ans ont passé et Aubrey est devenue le centre de notre monde. Elle est devenue une fille intelligente et curieuse, avec une énergie qui nous faisait rire Élise et moi. J'ai commencé à envisager d'adopter légalement Aubrey, de la faire officiellement notre fille. Élise était d'accord, mais nous savions tous les deux que ce ne serait pas facile. Logan était toujours son père biologique, et bien qu'il soit parti, je savais qu'il pourrait revenir un jour. J'essayais de ne pas m'attarder sur cette possibilité, mais elle persistait dans mon esprit comme une tempête qui attendait à l'horizon. Chaque soir, quand Aubrey était profondément endormi, Élise et moi nous asseyions sur le porche, regardant la mer. Nous parlions de l'avenir, d'ouvrir un autre emplacement de Harbor and Art, d'emmener Aubrey à Disney World quand elle serait plus grande. Mais surtout, nous parlions de la façon dont nous nous étions trouvés et avions trouvé Aubrey dans un monde plein d'incertitudes. « As-tu déjà pensé, » m'a demandé Élise un jour, « que nous aurions une famille comme celle-ci » J'ai secoué la tête, lui ai pris la main et j'ai dit, « Non, mais je ne peux pas imaginer la vie sans toi et elle. » Mais même dans notre bonheur, je ne pouvais me débarrasser du sentiment que tout était fragile. Logan, bien que parti, restait une ombre dans mon esprit. Je savais qu'il avait dilapidé son argent, vendu la maison et mené une vie que je ne reconnaissais plus. Mais je savais aussi qu'avec Logan, les choses pouvaient changer en un instant. Et quand ce moment viendrait, je devrais être prêt, non seulement pour protéger Aubrey, mais pour protéger la famille dans laquelle Élise et moi avions mis tout notre cœur. La tempête que je craignais est arrivée un après-midi de juin, juste après les 4 ans d'Aubrey. J'étais à Harbor and Art en train de revoir le menu d'été quand mon téléphone a sonné. Un autre numéro inconnu. J'ai décroché et la voix de Logan est apparue, froide et tranchante, dépourvue du désespoir que j'avais entendu 4 ans auparavant. « Paxton, » a-t-il dit, « je dois te voir. » C'est à propos d'Aubrey. Mon cœur s'est serré. Je connaissais ce ton, non pas la voix d'un frère, mais de quelqu'un de calculateur. « Logan » ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme. « Où étais-tu pendant 4 ans ? Et maintenant, tu veux soudainement parler d'Aubrey ?» Il n'a pas répondu tout de suite, il a juste laissé échapper un petit rire glaçant. « Retrouve-moi au restaurant ce soir. Je t'expliquerai. » J'ai immédiatement appelé Élise et lui ai tout raconté. « Je ne sais pas ce qu'il veut, » ai-je dit. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Élise est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Paxton, quoi qu'il veuille, nous devons protéger Aubrey. C'est notre fille, pas celle de Logan. » Ces mots étaient comme une flamme, me rappelant que pendant 4 ans, nous avions donné à Aubrey un foyer, une famille, quelque chose que Logan n'avait jamais fait. Ce soir-là, Logan est entré dans Harbor and Art dans un costume bon marché, les cheveux lissés, mais les yeux fatigués comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis, a commandé un whisky, et est allé droit au but. « Je suis au courant de la fiducie, » a-t-il dit, me regardant dans les yeux. Nos grands-parents ont créé un fonds pour le premier enfant de chaque fils. Aubrey a une fiducie, Paxton, 1,5 million de dollars, et elle entre en jeu quand elle aura 10 ans. Je suis son père. J'ai des droits sur cet argent. J'ai été stupéfait non pas par l'argent, mais par la façon dont Logan parlait d'Aubrey, comme si elle était un outil, un ticket pour sortir de ses dettes. Je connaissais la fiducie, mais je n'y avais jamais pensé comme Logan. Elle était destinée à assurer l'avenir d'Aubrey, pas à être exploitée. « Logan » ai-je dit, ma voix tremblante de colère. « Tu l'as abandonné il y a 4 ans. Tu n'as pas le droit de te considérer comme son père. » Il a haussé les épaules comme si mes mots n'avaient aucun poids. « Je suis son père biologique, Paxton. La loi sera de mon côté. Je veux récupérer Aubrey. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux, cherchant une trace d'affection, un soupçon du garçon qui était autrefois mon frère, mais je n'ai vu que de la froideur. Logan ne voulait pas d'Aubrey. Il voulait l'argent. Je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à Élise. Elle est restée silencieuse, serrant sa tasse de thé, ses yeux oscillant entre la colère et la peur. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. J'ai voulu dire que je rendrais Aubrey, que je ne voulais pas me battre avec mon frère, mais ensuite j'ai regardé dans le salon où Aubrey jouait avec ses blocs de bois, chantant doucement une chanson qu'Élise lui avait apprise. J'ai pensé à la lui confier à Logan, à quelqu'un qui n'avait jamais fait partie de sa vie, qui ne la voyait que comme une marchandise. Je ne sais pas, ai-je admis, mais je ne peux pas la laisser partir. Le lendemain matin, j'ai emmené Aubrey au parc comme d'habitude.
Elle a couru après les papillons, riant quand je faisais semblant de tomber dans l'herbe. Mais quand j'ai mentionné Logan, juste une simple question pour savoir si elle se souvenait donc Logan. Aubrey a secoué la tête, ses yeux soudainement grands de peur. « Je ne l'aime pas », a-t-elle dit, sa voix petite mais certaine. « Il fait peur. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant mon cœur se serrer. Elle ne se souvenait pas de Logan, mais d'une manière ou d'une autre, elle sentait le malaise qu'il apportait. Quand j'ai raconté à Élise, elle m'a pris la main, ses yeux résolus. « Paxton, elle a besoin de nous, pas de Logan. Tu ne peux pas le laisser la prendre juste pour l'argent. Nous devons garder Aubrey coûte que coûte. » Ces mots ont fait disparaître toute hésitation en moi. Je savais qu'elle avait raison. Aubrey n'était pas seulement une partie de nous. Elle était notre fille. Peu importe ce que la loi disait. Mais Logan ne s'est pas arrêté là. Une semaine plus tard, j'ai reçu un avis de la cour. Logan avait déposé une plainte pour demander la garde d'Aubrey. En lisant les mots secs sur le papier, j'ai senti le sol s'effondrer sous moi. Logan, qui n'avait pas rendu visite à Aubrey, n'avait pas appelé pour prendre de ses nouvelles, la revendiquait maintenant comme si c'était son droit. Je me suis assis dans mon bureau, fixant la photo de moi, Élise et Aubrey sur mon bureau, sentant une vague de colère et de douleur. Ce n'était pas seulement un combat pour Aubrey. C'était un combat pour la famille que j'avais juré de protéger. J'ai appelé mes parents, espérant qu'ils seraient de mon côté, qu'ils verraient l'absurdité des actions de Logan. Mais cet appel n'a fait qu'empirer les choses. « Paxton », a dit ma mère, sa voix douce mais partiale. « Logan est son père. Tu ne peux pas la garder pour toujours. Il a fait des erreurs, mais il essaie de corriger le tir. Mon père a été plus sévère. Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Rends-la à Logan et tout ira bien. » J'ai raccroché, me sentant trahi. Mes parents, qui auraient dû comprendre que j'avais donné un foyer à Aubrey, ont choisi de soutenir Logan, non pas parce qu'ils croyaient qu'il était un bon père, mais parce qu'ils ne pouvaient pas lâcher leur fils préféré. J'ai regardé Élise, lui ai tout raconté, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. « Il ne se soucie pas d'Aubrey », a-t-elle dit, sa voix brisée. « Il ne se soucie que de Logan. » J'ai hoché la tête, sentant un fossé infranchissable entre moi et mes parents. Pour la première fois, j'ai réalisé que la famille de sang n'était pas toujours la vraie famille. Les jours qui ont suivi ont été un flou de nuit blanche. Élise et moi avons passé des heures à discuter de ce qu'il fallait faire. Nous savions que Logan ne poursuivait pas par amour. Il poursuivait pour le $1,5 million qu'il attendait dans la fiducie. J'ai pensé à la fiducie, à l'intention de nos grands-parents lorsqu'ils l'avaient créée pour assurer l'avenir de leurs petits-enfants, et non pour être une proie à la cupidité. J'ai pensé à Aubrey, à son sourire, à la façon dont elle m'appelait papa et Élise maman. Et je savais que je ne pouvais pas la perdre. Nous nous battrons, ai-je dit à Élise, ma voix plus calme que jamais. Que ce soit Logan, nos parents ou le monde entier, nous garderons Aubrey. Élise a hoché la tête, me serrant la main. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une nouvelle force. Ce n'était plus seulement mon histoire ou celle de Logan. C'était l'histoire d'Aubrey, de son droit de grandir dans un foyer sûr et aimant avec des gens prêts à tout sacrifier pour elle. J'ai commencé à me préparer à la bataille juridique. Je savais que ce ne serait pas facile. Logan était son père biologique, et la loi favorisait souvent le sang. Mais je savais aussi que j'avais quelque chose que Logan n'avait pas. 4 ans d'amour, de soins et de moments qu'Aubrey appelait « chez soi ». J'ai pensé au matin où elle a couru dans notre chambre, serrant Élise fort dans ses bras, au dessin griffonné qu'elle me montrait fièrement. J'ai pensé à la peur dans ses yeux quand le nom de Logan a été mentionné. Et je savais que je ne pouvais pas la laisser tomber entre les mains de quelqu'un qui ne la voyait que comme un salaire. Mais savoir quelque chose est une chose. Le prouver devant un tribunal en est une autre. Logan pourrait se présenter dans un costume impeccable avec son sourire charmant et mentir sur le fait qu'il voulait recommencer. J'avais besoin de plus que des émotions, plus que des souvenirs. J'avais besoin de faits concrets et indéniables pour protéger Aubrey. J'ai donc décidé de ne pas me fier uniquement à un avocat, mais aussi de faire appel à quelqu'un qui pourrait fouiller dans le passé de Logan et découvrir les secrets qu'il essayait de cacher. J'ai contacté Rachel Whitman, une avocate recommandée par une amie de Harbour & Hart. Rachel n'était pas du genre tape à accent grave l'œil qui apparaissait dans les journaux ou les publicités tapageuses. Elle était petite,
avec des cheveux courts blonds platine et des yeux aussi perçants qu'une lame. Lors de notre première rencontre dans son petit bureau du centre-ville de Charleston, Rachel a écouté mon histoire, prenant des notes méticuleuses et ne promettant qu'une chose. Paxton, je me battrai pour toi et Aubrey, mais nous avons besoin de preuves. Des preuves que Logan est inapte à être père et que toi et Elise êtes sa vraie famille. Rachel a suggéré d'engager un détective privé pour enquêter sur Logan. Nous devons savoir ce qu'il fait, comment il vit et pourquoi il est soudainement de retour pour Aubrey, a-t-elle dit, tapant son stylo sur le bureau. Je connais quelqu'un de bon, Nathan Cole. Il n'est pas bon marché, mais il trouvera ce dont nous avons besoin. J'ai hoché la tête sans hésiter. L'argent n'était pas le problème. Aubrey l'était. J'avais construit Arbor and Art à partir de rien. Maintenant, j'utiliserai toutes les ressources dont je disposais pour protéger ma famille. Nathan Cole était un homme d'âge moyen, grand et mince, avec une barbe bien taillée et des yeux qui semblaient tout voir. Quand nous nous sommes rencontrés dans un café près du port, il n'a pas tourné autour du pot. Donnez-moi 4 semaines, a dit Nathan, sa voix basse et calme. Je découvrirai tout sur Logan, de ses habitudes quotidiennes aux secrets qu'il ne veut pas que quiconque sache. Mais préparez-vous, Paxton. Ce que je découvrirai pourrait ne pas être agréable. J'ai hoché la tête, bien qu'un frisson me parcourt l'échine. Je savais que Logan avait dégénéré, mais je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter à quel point les choses avaient empiré. Faites-le, Nathan, ai-je dit. Trouvez tout ce que vous pouvez pour Aubrey. Pendant que Nathan se mettait au travail, Elise et moi avons essayé de garder la vie d'Aubrey aussi normale que possible. Nous l'avons emmené à la maternelle, avons passé des soirées jeux en famille et lui avons lu des histoires au coucher. Mais chaque fois que je regardais Aubrey, je ne pouvais m'empêcher de penser au procès à venir. Je voyais l'inquiétude dans les yeux d'Elise, bien qu'elle ait essayé de la cacher. Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas? A-t-elle demandé un soir après qu'Aubrey soit endormi. Je lui ai pris la main, essayant de paraître fort. Nous allons nous en sortir, ai-je dit, bien qu'à l'intérieur, je n'en étais pas sûr. Nathan a fait un rapport après 2 semaines, et ce qu'il a trouvé m'a rendu à la fois en colère et le cœur brisé. Logan n'avait pas seulement dilapidé son fonds de fiducie et vendu la maison de The Battery. Il vivait dans un appartement délabré à Miami, noyé dans les dettes envers des gens que Nathan a décrits comme le genre de personnes que l'on ne veut pas rencontrer dans une ruelle sombre. Factures de cartes de crédit, reçus de jeux de hasard, même des rapports de police. Nathan avait tout. Logan avait été arrêté 2 fois pour trouble à l'ordre public, 1 fois pour une bagarre de bar. Des voisins à Miami ont rapporté avoir entendu des cris et des objets cassés depuis son appartement, et une ex-petite amie a révélé que Logan était violent lorsqu'il était ivre ou sous l'influence de drogue. Drogue? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Nathan a hoché la tête, faisant glisser un dossier de photos sur la table. Des images de Logan dans des endroits que je ne voulais pas imaginer. Des coins sombres de Miami avec des gens dont les yeux ne contenaient aucune chaleur. Il se drogue, Paxton, a dit Nathan. Pas au point d'être complètement incontrôlable, mais suffisamment pour le rendre instable. Et ce n'est pas le pire. Le pire, selon Nathan, était une réunion privée que mes parents avaient eue avec l'avocat de la famille, Harold Grayson, quelques mois avant que Logan ne dépose sa plainte. Nathan avait obtenu un enregistrement d'un ancien employé du cabinet d'avocats qui avait démissionné et était prêt à partager des informations moyennant un prix. Lors de la réunion, mes parents et Logan ont discuté de la fiducie d'Aubrey, les 1,5 million de dollars qui seraient disponibles quand elle aurait 10 ans. Ils cherchaient des moyens de remplir les conditions pour accéder à l'argent plus tôt, arguant que Logan, en tant que père biologique, en avait besoin pour stabiliser sa vie. J'ai écouté l'enregistrement, la voix de ma mère se faisant entendre douce mais calculatrice. Si Logan récupère Aubrey, la fiducie sera à lui. Il faut juste s'assurer qu'il ait l'air stable au tribunal. Je me suis assis dans le petit bureau de Nathan, sentant que le sang dans mes veines s'était transformé en glace. Mes parents, les personnes qui, je pensais, se souciaient au moins de leur petite fille, connaissaient le plan de Logan depuis le début. Ils ne se contentaient pas de le soutenir. Ils l'aidaient à comploter pour prendre l'argent d'Aubrey. Ils savent que Logan ne veut pas d'Aubrey, a dit Nathan, sa voix basse. Ils savent qu'il ne veut que l'argent. Mais ils le soutiennent toujours. Je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à Elise. Elle s'est assise silencieusement, serrant sa tasse de café, ses yeux rouges.
Ce ne sont pas des membres de la famille, Paxton, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Pas s'ils sont prêts à vendre l'avenir d'Aubrey pour sauver Logan. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ressentais une blessure profonde. Mes parents avaient trahi non seulement moi, mais Aubrey, la petite fille qu'ils n'avaient jamais visitée, jamais tenue dans leurs bras, jamais appelée la leur. Nathan ne s'est pas arrêté là. Il a continué à recueillir des preuves. Des relevés financiers montrant que Logan avait dépensé des centaines de milliers de dollars en jeux de hasard et en fêtes, des photos de lui dans des casinos et des bars avec des personnes que Nathan appelait des « associés ». Il a interviewé nos voisins qui ont confirmé que Logan n'avait pas rendu visite à Aubrey depuis 4 ans. Un ancien ami de Logan, maintenant sobre après une cure de désintoxication, a accepté de témoigner, racontant comment Logan s'était vanté de reprendre l'enfant pour l'argent. Même une assistante sociale qui s'était occupée de Logan à Miami a fourni un rapport sur son comportement erratique. Du manque de responsabilité à la toxicomanie, chaque preuve était un couteau, mais aussi une balle pour notre bataille juridique. Rachel a examiné chaque document, chaque photo, chaque déclaration, construisant un dossier étanche. Nous avons suffisamment pour prouver que Logan est inapte, a-t-elle dit lors d'une réunion dans son bureau. Mais nous devons être prêts à ce qu'il joue sale. Logan et vos parents essaieront de dresser un tableau de lui se remettant sur la bonne voie. Nous devons être prêts à contrecarrer cela. J'ai hoché la tête, mais mon esprit revenait sans cesse à mes parents. Je les ai appelés une dernière fois, espérant un miracle pour les faire changer d'avis. Maman, papa, ai-je dit, ma voix calme mais lourde. Je suis au courant de la réunion avec Grayson. Je sais que vous aidez Logan à prendre l'argent d'Aubrey. Pourquoi? Pourquoi pas Aubrey? Pourquoi Logan? Ma mère est restée silencieuse, puis a soupiré. Paxton, tu ne comprends pas. Logan a besoin de nous. C'est notre fils. J'ai raccroché, ne voulant plus entendre. C'était la dernière fois que je leur parlais avant le procès. Chaque nuit, je m'asseyais près du berceau d'Aubrey, la regardant dormir, me disant que je faisais ce qu'il fallait. Mais j'avais peur. Peur que la loi ne voie pas ce que je voyais. Que Logan trouve un moyen de manipuler le système. Que mes parents utilisent leur argent et leur influence pour l'aider. Élise m'a pris la main, me rappelant que nous n'étions pas seuls. Nous avons Rachel, nous avons Nathan, et surtout, nous avons la vérité, a-t-elle dit. Et nous avons Aubrey. J'ai regardé la mer depuis notre porche, où j'avais autrefois rêvé de Harbor and Art, où j'avais pensé que je pouvais tout construire de mes propres mains. Maintenant, je faisais face à une bataille plus grande que n'importe quel rêve. Une bataille non seulement pour Aubrey, mais pour ce que la famille, l'amour et la vie que nous avions construite en 4 ans signifiaient. Je savais que le procès ne serait pas facile, mais je savais aussi que je n'abandonnerais pas pour Aubrey, pour Élise, et pour ma conviction que la vérité, aussi difficile soit-elle, trouverait toujours son chemin vers la lumière. Le jour du procès est arrivé comme un orage d'été, soudain, féroce et inévitable. Je me suis levé tôt, le ciel encore drapé de brouillard, debout près du berceau d'Aubrey, la regardant dormir, ses joues roses, ses boucles douces retombant sur son front, elle avait l'air paisible, comme si le monde n'était pas sur le point de juger son avenir. Élise est entrée, posant une main sur mon épaule. C'est le grand jour, a-t-elle dit, sa voix douce mais résolue. Nous y arriverons, Paxton. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ressentais un poids écrasant. Ce n'était pas seulement un procès. C'était un combat pour garder Aubrey, pour garder la famille que nous avions construite. La salle d'audience du centre-ville de Charleston était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des murs en bois usés et des bancs rigides. Je me suis assis à côté de Rachel Whitman, essayant de rester calme tandis que Logan entrait avec son avocat, Harold Grayson, qui travaillait pour ma famille depuis que j'étais enfant. Logan portait un costume bleu marine impeccable, ses cheveux soigneusement peignés, et un sourire qui me donnait envie de me lever et de crier. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait dilapidé sa fortune, qui avait abandonné sa fille pendant 4 ans. Il ressemblait à un père modèle, et je savais que c'était l'image qu'il voulait que le juge voie. Mes parents étaient assis juste derrière Logan, leurs yeux évitant les miens. Maman portait une élégante robe grise. Papa était assis droit comme un piquet, comme s'il s'agissait d'une autre réunion d'affaires. Une douleur m'a transpercé la poitrine, non pas de colère, mais de déception. C'étaient mes parents, mais ils avaient choisi le camp de Logan, sachant très bien qu'ils ne le méritaient pas.
Le procès a commencé avec la déclaration d'ouverture de Grayson. Il a parlé de Logan comme d'un héros qui se relevait de ses erreurs. Mon client Logan Johnson a fait face à des défis dans son passé, a dit Grayson, sa voix grave et persuasive. Mais il a changé. Il a terminé sa cure de désintoxication, a obtenu un emploi stable, et maintenant il veut faire amende honorable en étant un père pour Aubrey. En tant que son père biologique, il a le droit et le désir de lui offrir une bonne vie. J'ai serré les poings sous la table, luttant pour contenir ma colère. Logan était assis là, son air de remords exercé, acquiesçant aux paroles de Grayson. Grayson a présenté des preuves, un certificat d'un centre de désintoxication de Miami, un contrat de travail avec une petite entreprise, et des photos de Logan dans des costumes soignés, comme s'il avait vraiment repris sa vie en main. Mes parents ont été appelés comme témoins et leurs paroles m'ont transpercé la poitrine comme un couteau. Logan est un père dévoué, a dit ma mère, sa voix tremblante comme si elle essayait de se convaincre. Il avait juste besoin de temps pour grandir. Nous croyons qu'il peut offrir à Aubrey une famille aimante. Papa a été plus bref. Logan est mon fils. Je sais qu'il fera ce qu'il faut. Je les ai regardés, les personnes qui avaient autrefois été mon roc, et j'ai senti un fossé infranchissable. Il ne parlait pas d'Aubrey, de ce qui était le mieux pour elle. Il ne parlait que de Logan, comme si elle n'était qu'une pièce de son plan de rédemption. Quand ce fut le tour de Rachel, elle s'est levée, ses yeux aussi perçants qu'une lame. Votre honneur, a-t-elle commencé, sa voix calme mais puissante. Ce que nous venons d'entendre est une histoire fabriquée destinée à obscurcir la vérité. Logan Johnson n'est pas un père dévoué, ni un homme qui a changé. Il a abandonné sa fille, Aubrey Johnson, il y a 4 ans et n'est revenu que lorsqu'il a appris l'existence d'un fonds de fiducie d'une valeur de 1,5 million de dollars mis de côté pour elle. Rachel a présenté les preuves pièce par pièce, comme des briques construisant un mur de vérité. D'abord, le rapport de Nathan Cole détaillant la vie de Logan à Miami, les dettes croissantes, les reçus de jeux de hasard et les arrestations pour troubles à l'ordre public. Elle a montré les photos de Nathan. Logan dans des casinos, à des fêtes avec une bouteille à la main, aux côtés de personnes dont les yeux ne contenaient aucune gentillesse. Une vidéo d'un bar montrait Logan criant sur une femme, sa main levée comme s'il allait frapper. J'ai entendu des murmures de la galerie derrière moi, et une lueur d'espoir a jailli. Rachel a appelé le premier témoin, Marcus, un ancien ami de Logan, maintenant sobre après une cure de désintoxication. Il a pris la barre, ses yeux teintés de regret. Logan m'a dit qu'il reprendrait sa fille pour obtenir l'argent du fonds de fiducie, a dit Marcus, sa voix basse. Il ne se souciait pas de la fille. Il ne parlait que de la façon dont l'argent allait effacer ses dettes et le relancer. J'ai jeté un coup d'œil à Logan, l'ai vu baisser la tête, non pas par honte, mais parce qu'il avait été exposé. Ensuite, ce fut notre voisine, Madame Clara, une femme âgée qui habitait de l'autre côté de la rue. Elle a confirmé que Logan n'avait pas rendu visite à Aubrey depuis 4 ans. Je vois Paxton et Elise avec Aubrey tous les jours, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse mais ferme. Il l'emmène à l'école, joue avec elle au parc, lui organise des fêtes d'anniversaire. Je n'ai jamais vu Logan, pas une seule fois. L'institutrice d'Aubrey, Mademoiselle Emily, a témoigné ensuite. Elle a décrit Aubrey comme une enfant heureuse et brillante qui devenait calme, même effrayée, lorsque l'on mentionnait oncle Logan. J'ai demandé à Aubrey ce qu'elle pensait de son père biologique une fois, a dit Mademoiselle Emily. Elle a dit qu'elle ne voulait pas le rencontrer, qu'il lui faisait peur. Mon cœur s'est serré d'un mélange de douleur et de fierté. Aubrey, à seulement 4 ans, savait qui était sa vraie famille. Élise fut notre dernier témoin. Elle a pris la barre dans une robe bleu pâle qu'Aubrey avait un jour appelée la couleur de la mer. Sa voix a d'abord tremblé, mais elle est devenue plus forte au fur et à mesure qu'elle parlait. Aubrey est notre fille, a dit Élise, regardant directement le juge. Nous l'avons élevée depuis qu'elle avait 3 mois. Nous l'avons aimée et soignée comme la nôtre. Logan ne sait rien d'elle. Il ne sait pas qu'elle aime les biscuits aux fraises. Qu'elle a peur du noir. Qu'elle dessine des images de la mer et les appelle les maisons. Nous sommes la famille d'Aubrey et nous ferons tout pour la protéger. J'ai regardé Élise, une vague de fierté et d'amour m'envahissant. Elle ne parlait pas seulement pour moi. Elle parlait pour Aubrey, pour les années que nous avions passées à construire un foyer. Quand Élise est retournée à son siège, je lui ai pris la main, la serrant doucement, et elle a souri, ses yeux rouges.
Le tournant est arrivé quand Rachel a appelé Grayson, l'avocat de la famille, à la barre. Sous son interrogatoire acéré, Grayson a admis que Logan l'avait contacté plusieurs fois à propos de la fiducie d'Aubrey. Il voulait savoir comment accéder à l'argent le plus rapidement possible, a dit Grayson, sa voix hésitante. Je lui ai conseillé qu'il aurait besoin de la garde pour gérer la fiducie. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du grattement du stylo du greffier. J'ai regardé Logan, l'ai vu fixer le sol, et j'ai su qu'il était fini. La juge, une femme âgée au regard sévère, a finalement pris la parole. Monsieur Logan Johnson, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce. Vous avez abandonné votre fille, Aubrey Johnson, pendant 4 ans sans une seule visite ni acte de responsabilité. Les preuves montrent que vous êtes revenu avec l'intention d'exploiter son fonds de fiducie, une action non seulement contraire à l'éthique mais préjudiciable aux meilleurs intérêts de l'enfant. Vous êtes inapte à être parent pour Aubrey. Elle s'est tournée vers Elise et moi, son expression s'adoucissant. Monsieur Paxton Johnson et Madame Elise Johnson ont fourni à Aubrey un environnement sûr, aimant et stable. Ils ont agi dans son meilleur intérêt, et je crois qu'Aubrey doit rester avec eux. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elise m'a serré dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Rachel m'a tapoté l'épaule, un petit sourire aux lèvres. Logan est resté immobile tandis que mes parents se levaient et quittaient la salle d'audience sans un regard en arrière. Je ne savais pas s'ils étaient en colère ou honteux. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était Aubrey, la petite fille qui nous attendait à la maison. Ignorant que son avenir venait d'être assuré. En quittant le tribunal, j'ai tenu la main d'Élise, ayant l'impression de sortir tout juste d'une tempête. J'ai pensé à Aubrey, à son sourire, aux années à venir. Nous avions gagné, mais je savais que ce n'était pas la fin. Logan pourrait revenir. Mes parents pourraient essayer d'exercer des pressions. Mais je savais aussi qu'Élise et moi n'abandonnerions jamais. Nous nous étions battus pour Aubrey, et nous continuerions à nous battre pour elle, pour notre famille, et pour la lumière que nous avions trouvée dans l'obscurité. La décision du juge était claire. Élise et moi avons obtenu la garde légale d'Aubrey. Plus que cela, elle nous a ouvert la voie pour procéder à une adoption formelle, une étape dont nous rêvions depuis si longtemps. Pendant que Rachel Whitman expliquait les implications de la décision, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Aubrey, la petite fille que nous avions aimée depuis qu'elle était un tout petit, serait maintenant officiellement notre fille. J'ai regardé Élise, j'ai vu les larmes briller dans ses yeux, et j'ai su qu'elle pensait la même chose. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où Aubrey grandirait entouré d'amour et de sécurité. Mais cette victoire n'a pas été sans coup. Mes parents, après le procès, ne m'ont pas dit un mot. Ils ont quitté la salle d'audience avec des expressions froides, maman la tête baissée, papa marchant raidement comme s'il venait de perdre un pari important. Je les ai appelés quelques jours plus tard, espérant m'expliquer, arranger les choses, mais maman n'a dit qu'une seule chose avant de raccrocher. Tu as choisi d'aller contre la famille, Paxton. Ne t'attends pas à ce que nous te pardonnions. Ces mots m'ont coupé comme un couteau, mais je ne regrettais pas mon choix. Si protéger Aubrey signifiait rompre les liens avec mes parents, c'était un prix que j'étais prêt à payer. La famille, j'ai réalisé, ce n'est pas une question de sang. C'est ceux qui te soutiennent, t'aiment et se sacrifient pour toi. Pour moi, c'était Élise et Aubrey. Logan, comme je l'avais prédit, n'est pas resté longtemps. Après avoir perdu l'affaire, il a disparu de Charleston sans un au revoir. J'ai appris par un vieil ami qu'il était retourné à Miami, replongeant dans son ancienne vie, les fêtes, le jeu et les relations louches. Une partie de moi voulait le retrouver, le sortir du pétrin, mais je savais que je ne pouvais pas. Logan avait choisi son chemin, et bien qu'il ait été autrefois mon frère, je ne pouvais pas le laisser entraîner Aubrey avec lui. J'espérais seulement qu'un jour il trouverait la lumière, comme je l'avais fait avec Aubrey et Élise. Pendant ce temps, Élise et moi avons commencé à reconstruire nos vies avec Aubrey au centre. Nous avons terminé le processus d'adoption, et par un matin d'automne frais, alors que des feuilles dorées tombaient sur les rues pavées de Charleston, nous avons reçu les papiers officiels. Aubrey était désormais Aubrey Johnson, la fille légale de Paxton et Elise Johnson. J'ai serré Elise dans mes bras, j'ai serré Aubrey dans mes bras, et j'ai senti mon cœur déborder. Nous l'avons fait, a murmuré Elise, et je n'ai pu que hocher la tête, sans voix. Pour marquer cette étape importante, Élise et moi avons décidé d'ouvrir un nouvel emplacement de Warburg and Hart.
Nous avons choisi un endroit à la périphérie de Charleston, une vieille maison surplombant la mer avec de grandes fenêtres et un petit jardin rempli d'azalées. Nous avons nommé le restaurant Aubrey, non seulement pour honorer notre fille, mais comme un symbole d'espoir, une famille de ce que nous avions combattu pour garder. Le soir de l'ouverture, je me tenais à la porte, regardant les invités affluer, entendant des rires et le tintement des verres, et j'avais l'impression de vivre un rêve. Aubrey, dans sa robe bleue préférée, courait partout, montrant à tout le monde le dessin qu'elle avait fait de mon restaurant. Élise se tenait à mes côtés, sa main dans la mienne, et a souri. « C'est notre maison, Paxton », a-t-elle dit. Pas seulement le restaurant, mais tout ce que nous avons construit. En repensant à mon parcours, je vois un garçon de 18 ans debout sur un porche, serrant un rêve de Harbor and Art et un avenir qu'il pourrait façonner. Je vois les jours passés à travailler dans une cuisine étouffante. Les nuits à étudier tard, les échecs et les récupérations. Je vois Élise, qui est entrée dans ma vie et a apporté la lumière. Je vois Aubrey, la fille inattendue qui est devenue le centre de notre monde. Et je me vois moi-même, un père prêt à tout abandonner, sang, famille, confort, même le passé pour protéger ma fille. J'ai appris de nombreuses leçons au cours de ce voyage. La première est la valeur du travail. L'argent peut venir facilement comme les fonds de fiducie que Logan et moi avons reçus, mais seul le travail, seule la sueur et le cœur, apportent un vrai sens. Logan a dilapidé sa fiducie en plaisirs éphémères, et maintenant il n'a rien d'autre que des dettes et des regrets. Moi, en revanche, j'ai utilisé la mienne pour construire non seulement des restaurants, mais une vie, une famille. La deuxième leçon concerne la famille. Le sang n'est pas toujours tout. Mes parents ont choisi Logan non pas parce qu'ils l'aimaient plus, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à la vérité de ses échecs. Mais la vraie famille, j'ai appris, ce sont ceux qui vous soutiennent, partagent vos joies et vos peines. Pour moi, ce sont Élise, Aubrey et les gens qui ont été témoins de notre parcours, voisins, amis, professeurs qui ont confirmé qu'Aubrey appartient à notre foyer. La dernière et peut-être la plus importante leçon est celle de la protection de ce qui est précieux. Je me suis battu pour Aubrey non seulement parce que je l'aime, mais parce que je crois que chaque enfant mérite un foyer sûr, un endroit où grandir avec amour et respect. J'ai appris que parfois, pour protéger l'avenir d'un enfant, il faut être prêt à abandonner des choses que l'on considérait autrefois comme essentielles. Mon conseil à quiconque fait face à des choix difficiles est de défendre ce qui est juste, peu importe la difficulté. Ne laissez pas l'indulgence ou l'habitude obscurcir votre responsabilité. Logan est la preuve des conséquences de vivre sans but, sans responsabilité. Faites passer l'avenir de vos enfants avant le gain personnel, car ce sont eux qui porteront votre héritage, qu'il soit d'amour ou d'égoïsme. Je me tiens sur Folly Beach où j'ai autrefois rêvé de l'avenir, où j'ai demandé Élise en mariage, où Aubrey a chassé les vagues. Je regarde la mer, j'entends le bruit des marées, et je pense à mon parcours. D'un jeune homme de 18 ans avec un fond de fiducie et un rêve, je suis devenu un père, un mari, un homme qui sait que la famille n'est pas quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on construit. Et je continuerai à construire pour Aubrey, pour Élise, et pour la lumière que nous avons trouvée dans l'obscurité.